Vous avez choisi de nous parler de la médiation des organisations à travers la question de la confiance ou de la défiance. Alors ici, sans jeu de mots, dans les locaux de l'Assemblée nationale, la question de la confiance est certes dans ces murs, mais je suppose que ce n'est pas cette question-là qui est prévue à l'article 49 de la Constitution que vous allez nous parler, mais de la confiance qui est incontournable dans toute médiation. Aussi, je vous laisse la parole. Merci. Alors oui, reprendre cette question, c'est une question banale, on entend tout le temps parler de la confiance, soit par la crise, soit qu'il en faut, et on peut se demander comment on ne peut pas épuiser une telle question. Mais bien qu'elle soit banale, elle reste, comme vous dites, incontournable. Et il faut réinterroger sans cesse cette question lorsqu'on est médiateur. On ne peut pas en faire l'économie. La confiance est peut-être, pour le médiateur, ce qu'est le transfert pour un psychanalyste. Et je sais de quoi je parle, en tout cas en tant que psychanalyste. Alors, pour parler de la confiance, je vais commencer à vous proposer deux propositions de la confiance. La première proposition est celle d'un diplomate italien. Faites-moi confiance. La guerre est juste quand elle est nécessaire. Lui faites-vous confiance? Je réponds à votre place. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça se discute. Ça dépend. Il faut voir. J'en doute. Cette confiance ne peut se penser sans vigilance. Elle convoque à la fois le jugement et la croyance. C'est cette confiance qui est la plus documentée par les économistes, les historiens, les politiques et les philosophes. Niklas Luhmann, sociologue, en 1968, montre que la confiance est un puissant réducteur d'incertitude, réducteur de risque dans les situations d'incertitude et de complexité, à une condition, celle d'avoir eu raison. La confiance est probabiliste, déduiront les économistes. Qui est ce diplomate italien, au fait? Un républicain convaincu qui pensait que la volonté politique n'est pas suffisante si l'on n'est pas capable de faire face aux exigences du moment, le fameux kéros. Il meurt dans la disgrâce, connu et méconnu, à l'avènement de la Troisième République de Florence, vous l'avez reconnu, Nicolas Machiavel. Voici la deuxième proposition. Londres, 1895, un soir. Il chuchote à Mina, « Je t'aime, fais-moi confiance ». Faites-vous confiance à cet amoureux? Là, je ne répondrai pas à votre place, car ça ne sert à rien. Seule la réponse de Mina importe. Cette confiance n'appelle ni vigilance, ni jugement, ni la raison. On y va ou on n'y va pas. Il faut faire le saut, lâcher prise. Le sociologue Georg Simmel reprendra à son compte la notion d'Hegel pour qualifier cette confiance. Aufheben, suspendre toute rationalité. Croire en lui, croire en elle, c'est tout, rien de moins. Au fait, qui était l'amoureux de Mina? Il y en a deux. Jonathan, son fiancé, et Dracula, son prétendant. Je vous laisse deviner lequel des deux lui a chuchoté près de l'oreille. Ces deux formes de confiance renvoient à deux formes de croyance. Croire à quelque chose et croire en quelqu'un, fût-ce Dieu ou le diable. La première forme de confiance est une confiance avec vigilance, une confiance conditionnelle. On ne se fie qu'avec précaution. En français, ça s'appelle la défiance. La défiance n'est pas la méfiance. Il y a souvent confusion entre les deux termes, qu'on prend comme synonymes alors que ce sont des antonymes. La méfiance,
c'est ne pas du tout se fier à quelqu'un, à quelque chose. Le méfiant croit qu'il sera trompé, alors que le défiant peut craindre d'être trompé. La défiance est mère de sûreté, dit le proverbe. La seconde forme de confiance, la confiance, elle ne se discute pas. Elle est ou elle n'est pas. Alors, maintenant, qu'en est-il de la confiance et de la défiance dans la médiation ? La médiation se trouve sur le champ du conflit de deux manières, par l'objet du conflit et par les personnes en conflit. Au début d'une médiation, la relation conflictuelle est toujours prégnante sur l'objet du conflit. Qu'il crève d'abord, on verra ensuite. Qu'il démissionne d'abord, avant tout. Bref, chacun se porterait mieux si l'autre n'était pas là, n'existait plus, pouvoir tout oublier. Quel soulagement! Être comme avant. La haine ordinaire, le sentiment de trahison, rien ne va plus. L'objet du conflit est secondaire, tant ça fait mal, tant on en veut à l'autre. Chacun s'ignore, c'est l'affrontement. La guerre est juste quand elle est nécessaire, pense-t-on alors. Le traumatisme et l'effondrement à la fois, voilà d'où l'on part. Dans un premier temps, il faut être en mesure de transformer l'affrontement en confrontation. C'est faire exister pour chacun l'autre partie. C'est l'étape de la médiation clé, la plus difficile, travailler la relation. Atteindre le fameux accord des désaccords, c'est le moment crucial, le moment où les parties prenantes se reconnaissent dans leurs différences. C'est le moment où les parties prenantes peuvent se confronter. C'est le moment où peut réapparaître enfin l'objet du conflit qui n'était pas de mise jusqu'alors. Le conflit n'est plus un traumatisme, il n'est plus bloqué, car on peut parler de l'objet même du conflit. Ensuite, la confrontation offre à nouveau une capacité d'écoute et de dialogue, et on chemine, pas à pas, vers un accord négocié. Mais au terme d'une médiation, on n'est plus dans la méfiance, mais on est encore dans la prudence. On n'est pas dans la confiance. Les parties prenantes peuvent coexister en confrontant leurs différences. La vie continue. On sort de la méfiance par la défiance grâce à la confiance. La défiance marque la contractualisation des parties, elle est écrite. Venons-en au conflit dans les organisations. Les entreprises, les établissements publics ou territoriaux sont sujets à deux logiques de travail. Une logique d'objet, les objectifs de performance et de compétitivité dans leur activité, et une logique de relations, les relations sociales et les relations hiérarchiques. Force est de constater qu'aujourd'hui, les objectifs priment sur les relations car il y a des impératifs économiques, financiers, de marché, technologiques, juridiques qui se traduisent très vite en injonctions humaines et sociales. Mais où se manifeste la méfiance ? Dans les relations d'abord, mais aussi dans le métier et dans l'employabilité. Prenons le cas d'un conflit collectif dû à une évolution notable de métiers. Vous savez, tel qu'en ont connu les câbleaux-opérateurs, la maintenance automatisée, les métiers de l'édition, ou encore plus récemment les médias. Les évolutions sont souvent subies de plein fouet et sont si notables que c'est le cœur même du métier qui est en cause. Les processus, les méthodes, l'organisation, les compétences, les services, la stratégie, tout est à revoir. C'est alors le cœur même du travail qui est en souffrance. La relation conflictuelle est bien entendu prégnante sur l'objet du conflit. Qu'il démissionne d'abord, on verra ensuite, que l'on retrouve nos emplois comme avant. Mais c'est incontournable, on n'a pas le choix. Toutes les études, tous les rapports le montrent. On a raison qu'ils partent s'ils ne sont pas d'accord. Bref, chacun se porterait mieux si l'autre n'était plus là, s'il n'existait plus. Pouvoir tout oublier, c'est l'affrontement. La guerre est juste quand elle est nécessaire. Vous connaissez le refrain maintenant. Mais ici, la méfiance est encore plus grande, car il faut compter avec une méfiance invisible, en première instance, celle des parties prenantes invisibles lors de la saisine. Ces parties prenantes qui ne s'annoncent pas, mais qui apparaissent dès que le processus de médiation est enclenché. Qui sont-ils ? Ceux d'en haut, ceux du dessus.
à ceux qui s'occupent de la politique avec un grand P. La holding, la direction nationale, les institutions de tutelle, publiques ou territoriales, les fédérations, voire des élus. Ils se rêvent alors d'être des accompagnateurs éclairés du médiateur sans l'influencer, bien entendu. Ou bien de l'utiliser comme bouc émissaire, en guettant ses faux pas ou en déclarant très fortuitement toute leur considération et leur soutien au médiateur, même publiquement, même médiatiquement. Par ailleurs, certains salariés ou syndicats peuvent préférer l'affrontement plutôt que le recours à la médiation. C'est leur choix et leur droit, et souvent on doit mener une médiation collective, en même temps qu'il y a des gens qui s'opposent à la médiation. Il faut les respecter et faire avec. Dans une médiation collective, il n'y a pas de terme, mais des étapes. On se trouve dans un processus continu et parmi une communauté humaine qui ne va pas commuter du jour au lendemain. Il restera des tensions. La vigilance suppose une feuille de route plutôt qu'un accord. Entre le dire et le faire, il y a parfois la mer, disent les Corses. Il faut du temps, une année souvent, pour mettre en œuvre les décisions prises d'un commun accord face aux contraintes et aux tensions nouvelles. Cette feuille de route inaugure un processus durable de décisions négociées. Mais cela ne suffit pas. La médiation collective requiert de croire en celles et en ceux qui le gouvernent, d'avoir une confiance en eux. Finalement, défiance et confiance sont indissociables pour que ça tourne rond. On ne peut pas penser la confiance sans l'autorité, nous dit Pierre-Rosan Vallon, ce professeur d'histoire contemporaine au Collège de France. La confiance partagée avec le médiateur doit alors être portée par des gouvernants de confiance dans un mode d'autorité renouvelé, qui garantissent la parole libre et la négociation. C'est faire exister deux types d'autorité en même temps, bien décrits par Hannah Arendt. L'autorité sur le fameux « je pense donc tu suis » et l'autorité avec l'autonomie collective. Dans les organisations comme dans l'État, les salariés se considèrent comme des citoyens au travail. Pouvoir parler et décider ensemble, vivre en société tout simplement, dans les organisations. Souhaitons-le. René Char rappelait qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Merci.